Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue le fonds Multicap de Moneta Asset Management. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec la revue de ce fonds. Donc là, il s'agit du rapport mensuel de février 2025. C'est un fonds qui a 1,6 milliard d'encours, donc c'est quand même un fonds assez gros. Il performe plutôt pas mal comparé au CAC 40 dividendes réinvestis. Donc c'est un fonds qui est quand même intéressant. On va aller regarder les lignes. En fait, donc on est très exposé à la France et surtout à l'Europe. Enfin, c'est France et beaucoup la France et un peu l'Europe, on va dire. On est très exposé à des secteurs plutôt value, donc l'industrie, finance, santé c'est un peu moins value, l'énergie ça c'est value, c'est clair. Voilà, en fait, et c'est technologie d'information qui serait plutôt croissance et on en a assez peu finalement. Ce qu'on va aller regarder, c'est, donc on a les principales lignes, on a les trois principales lignes en large cap et les trois principales en mid small cap. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sociétés financières. On a BNP, Société Générale, et Ayvens. Pour moi, ça, Ayvens, ancienne ALD, c'est aussi une société financière. Ça nous fait quand même 15% du portefeuille qui est en société financière. Ici, on a deux holdings, avec Peugeot Invest, qui est une holding, et Compagnie Lodé, qui est une holding du groupe Bolloré. Donc, on va aller regarder ça. On prend aussi les contributeurs mensuels, enfin en gros on voit qu'il y a trois entreprises ici qui sont pas dans les principales lignes, donc on va aussi aller regarder ça, comme ça on a à peu près, on va avoir 9 lignes à examiner. Allez, on va tout de suite sur Coifin. Je vous ai préparé la liste avec les métriques comme d'habitude, donc on est trié par market cap, on a la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples avec 3 multiples de flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, price earning, price to free cash flow. Aussi des multiples par rapport aux actifs. On a la rentabilité mesurée soit par le rendement des capitaux investis, soit par le rendement des fonds propres, la solidité du bilan avec la dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende avec le payout ratio et le free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier que ce payout ratio est bien correct, parce qu'on paye les dividendes avec les free cash flow. J'ai mis aussi également le rendement de l'actionnaire, puisque ça inclut les rachats d'actions. Donc ça nous donne une idée de est-ce qu'il y a de la dilution ou des rachats d'actions pour chaque entreprise. Et on commence tout de suite avec Schneider Electric. Bon, on la connaît à force de la voir. C'est un des bénéficiaires de l'électrification, de l'IA, des data centers, etc. Market cap de 148 milliards de dollars US. Une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 7%. Donc c'est une société de croissance, pas mal. Et c'est chèrement valorisé, on va pas se mentir, on a 20% de valeur, alors 20 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, un PER de 34, un price to cash flow de 31, donc il n'y a pas du tout de décote sur Schneider Electric, donc c'est pas du tout une value, c'est plutôt de la croissance. On a une bonne rentabilité, donc c'est plutôt croissance de qualité, un peu de dette sur le bilan, mais rien d'inquiétant, avec 1,2 fois la dette nette sur EBITDA. Il y a un petit dividende, et il y a de la dilution à mon avis, parce que le rendement d'actionnaire est inférieur au dividende. Le payout ratio du dividende, il est à 46%, et c'est à peu près ça en termes de free cash flow, on est légèrement plus élevé, donc en effet ce dividende est sécurisé. Il a à mon avis de la place pour augmenter, même si on reste à un payout ratio de 50%, il aura pas beaucoup de place pour augmenter. Il va falloir qu'il y ait 7% de croissance, enfin un peu de croissance en tout cas des free cash flow pour continuer à augmenter le dividende. Donc Schneider Electric, c'est bien si vous faites de la croissance, mais moi j'en suis plutôt à l'écart puisque c'est chèrement valorisé et que je fais pas de dossier de croissance en stock picking. Ensuite, on a BNP Paribas, la banque numéro 1 en France, quasiment 100 milliards de dollars US de market cap, quasiment pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est normal, les banques elles sont sans croissance en Europe, il n'y a pas de croissance en Europe, même en Allemagne il n'y a plus de croissance, donc on est avec des banques qui n'agrandissent pas leur bilan. Un price earning de 9, donc on est value sur les banques, et la médiane en Europe c'est 10 à peu près pour le price earning, donc ici on n'est pas très chèrement valorisé sur la BNP, et en plus on a des décotes sur les actifs ou actifs tangibles, donc il y a une marge de sécurité sur BNP. Le rendement des fonds propres est tout à fait correct à 9,3%, et on a un rendement du dividende qui est à 6% et un rendement d'actionnaire à 7,5%. Donc il y a du dividende plus des rachats d'actions et un payout ratio qui est inférieur à 50%, donc c'est plutôt bon sur BNP. Vous avez une petite marge de sécurité et vous avez un rendement de l'actionnaire qui est sécurisé et qui a un niveau élevé. Maintenant, moi, je suis à l'écart des banques, évidemment, mais si vous êtes intéressé par ce secteur, BNP, ça a toute sa place dans un portefeuille de dividendes. Ensuite, on a Société Générale, 37 milliards de dollars US de market cap, pas de croissance non plus. Le price earning est un peu élevé, enfin, au-dessus de 10, pour une banque, ça commence à être cher. Il y a des décotes après sur le bilan.
une bonne décote sur les actifs et une bonne décote sur les actifs tangibles. Après, les actifs de la Société Générale, il faut quand même s'accrocher, à mon avis, il y a beaucoup de produits dérivés, plus que sur la BNP. Donc compliqué à analyser à mon avis. Un rendement des fonds propres qui est faible, 6,6%. On aimerait être au niveau au moins de la BNP à 9%, 10%, ça serait intéressant. Là on est un peu faible en termes de rentabilité pour la Société Générale. Et même le dividende est un peu faible, 2,5%. On a un peu de dilution à mon avis, vu que le rendement de l'actionnaire est inférieur au rendement du dividende. Et on a un payout ratio de 17%. Qu'est-ce que fait le management du reste des bénéfices ? Est-ce que ils font des acquisitions, comment ils utilisent le cash qui est généré ? Parce que ils rendent pas grand-chose aux actionnaires, finalement, ils sont un peu radins à ce niveau-là. Donc allez voir, moi pareil, Société Générale, en plus c'est encore pire que la BNP pour moi, donc vraiment à l'écart. Ayvens, filiale de la Société Générale, donc ça c'est du leasing automobile. On est sur le market cap de 7,6 milliards de dollars US, une croissance du chiffre d'affaires, attention elle est biaisée cette croissance. Là, il y a de la croissance externe. Donc, on est à 21%, un rythme annualisé sur 5 ans, mais on a fait une fusion avec LeasePlan. Donc, bien sûr que ça a fait gonfler la croissance, mais en organique, on est beaucoup plus bas que ça. On est chèrement valorisé. Alors, pour moi, j'utilisais plutôt le price earning, qu'on est sur une société financière, finalement. On est à 12,3 en PE. C'est cher payé pour une entreprise de ce type. Après, on a une décote sur les actifs. Les actifs pour Ayvens, il n'y a pas que des contrats, il n'y a pas que des actifs financiers, il y a aussi les autos. Donc, les autos, elles ont une valeur à la casse, donc ça rentre dans le bilan. Donc, il y a une décote à ce niveau-là. Donc, pourquoi pas, mais les rendements, donc on va plutôt prendre le rendement des fonds propres pour cette société. On a 6,3%, c'est pas terrible. On n'a pas une forte rentabilité sur Ayvens. On est très endetté. Ce qui me fait penser qu'on est plutôt, c'est pour ça que moi je la classifie dans société financière. Un niveau de dette comme ça, c'est un niveau de dette d'une banque. Donc on est très chèrement, très lourdement endetté sur cette boîte. On n'a pas le payout ratio, impossible. Enfin si, on a le payout ratio, il est négatif. On fait une perte. Non, on est ici. On fait pas une perte, mais on a 631 millions de dollars US des bénéfices nets. Donc on n'a pas le payout ratio. Donc il faut aller voir de plus près ce qu'il en est, mais on a un dividende qui est à 4,3%. Ayvens pour moi c'est pas du tout une société qualitative. Ils ont même par le passé, donc il y a 2 ans, il y a 1 an, 2 ans, ils ont sorti un plan, un business plan suite à la fusion avec LeasePlan qui a pas du tout été respecté, donc vraiment le management est pas bon sur cette boîte, donc à éviter à mon avis. Compagnie de l'OD, donc là on est sur une holding, c'est un type de société que je n'apprécie guère non plus. Et c'est un peu, il faut aller analyser en fait les participations de l'entreprise pour savoir est-ce qu'il y a une décote ou pas. Bon, là il n'y a aucun chiffre sur Coifin, donc on va pas pouvoir aller bien loin. Après, ce qu'on peut aller regarder si on est intéressé par cette société, elle appartient à la Galaxy Bolloré qui est en train de simplifier drastiquement toutes ces cascades de holding, donc il fait des OPA suivis d'OPR en fait. Donc est-ce qu'il y a un risque à aller creuser le dossier pour voir s'il y a une probabilité d'OPA sur le dossier, s'il y a une décote et à combien de primes se montrer l'OPA, s'il y en a une. Mais voilà, ça demande de s'y connaître un peu dans la Galaxy Bolloré, donc moi je reste plutôt à l'écart de cette entreprise. Alors Technip Energies, elle n'était pas dans la liste, si je ne me trompe pas. Elle est dans la liste, autant pour moi. Alors là, on est vraiment sur un dossier value, on est à 6 milliards de dollars US de market cap, une croissance faible, modérée à 3,1% en rythme annualisé sur 5 ans, et on est sur des multiples value, en tout cas en valeur entreprise sur EBITDA, on a 5,1 fois, donc ça c'est assez bas, c'est intéressant. Le price earning il est à 15,3, mais le price to free cash flow est à 7,6. Ça nous dit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, c'est ce qu'on voit ici. Est-ce que c'est parce qu'il y a une dépense en capital moindre que les dépréciations et amortissements, et donc du coup c'est un peu dommage, ça veut dire qu'on arrête d'investir dans l'appareil productif, ou est-ce que c'est parce qu'il y a de l'exceptionnel dans les bénéfices, et du coup ils sont bas, mais en revanche, moi je pencherais plutôt pour cette hypothèse, puisque le multiple de price earning est plus élevé que les deux autres, donc je pense que en fait on est sur un bénéfice net qui ne représente pas vraiment la profitabilité de l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow, et si on prend le free cash flow ou les EBITDA, on est décoté, donc on a une bonne marge de sécurité sur Technip Energies. Rendement des capitaux investis à 8,2%, c'est très correct, c'est convenable comme rentabilité, surtout en Europe. On est sur un dividende de 2,7%, ça c'est intéressant, et un rendement d'actionnaire à 3,5%, donc ça veut dire qu'il y a des rachats d'actions. Le payout ratio il est à 26%, en réalité il est même à 12-13%, vu que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Technip Energies, pour moi, ça a toute sa place dans un portefeuille value, c'est intéressant. C'est un secteur qui est un peu cyclique évidemment, mais on a des multiples qui sont très bas, donc voilà. Je pense que le dividende peut augmenter, et la décote peut se résorber,
Et je pense pas que si on rentre à ce niveau-là, on puisse baisser beaucoup plus sur ce titre. Si on baisse, bien sûr, on peut baisser, mais le multiple à 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est quand même pas du tout cher payé. Donc il y a une marge de sécurité quand même à ce niveau-là. Azelis Group, donc ça c'est une société belge qui est spécialisée dans la distribution de produits chimiques et produits alimentaires de mémoire. On est sur 4,9 milliards de dollars US de market cap, 15% de croissance à rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça c'est une forte croissance, ça c'est intéressant. Et on est sur des multiples qui reflètent cette croissance. Donc on n'est pas value sur cette boîte, à 13 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, un price earning de 26, un price to cash flow de 15. Donc là, c'est pas vraiment une boîte value. On est sur vraiment des capitaux investis qui est un peu faible. À 6,5, là ça mériterait quand même... c'est pas assez qualitatif. Alors peut-être que la boîte, elle est encore en phase d'expansion et de conquête de parts de marché. Dans ce cas-là, elle priorise pas la rentabilité à court terme pour essayer de conquérir des parts de marché et ensuite monter à la rentabilité. Dans ce cas-là, c'est pas un souci d'avoir une rentabilité un peu faible à ce niveau-là. Si elle est déjà numéro 1 du marché et que c'est la rentabilité maximum qu'elle peut obtenir, là c'est un peu dommage. Moi je pencherais quand même pour la première hypothèse, société en bonne croissance. Il y a 3,4 fois la dette nette sur EBITDA. Ça c'est un peu lourd comme dette, donc attention, ça va surveiller, et ça va engendrer des frais financiers importants, donc à surveiller quand même. Vraiment du dividende avec à 1,2% avec un payout ratio qui est à 29%, et en réalité en fait il est à 15% le payout ratio, les cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets. Il y a un peu de dilution mais rien de grave sur la boîte. Donc là je pense que c'est une société de croissance qui est encore en train de conquérir des parts de marché, ce qui explique pourquoi il y a de la dette et pourquoi la rentabilité n'est pas encore super élevée, et pourquoi non plus il n'y a pas de gros dividendes. Donc ça peut être un dossier de croissance intéressant. C'est pas du tout une boîte value pour moi. Ensuite, Soitec, on est sur 2,2 milliards de dollars US de market cap, on est sur les semi-conducteurs, une croissance du chiffre d'affaires de 17,1% et rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est une société qui a une bonne croissance. L'entreprise sur EBITDA de 8,1, donc là c'est limite value, donc on est limite sur la croissance à prix raisonnable ici. Price earning et free cash flow, là ils sont sur des multiples, on va dire, GARP. Là on est vraiment sur un dossier plus croissance à prix raisonnable. On a 6% de rendement des capitaux investis, donc on n'est pas encore très très rentable non plus sur Soitec, donc pareil, on doit être quand même sur une société qui est encore en phase de conquête de parts de marché, donc privilégie pas la rentabilité à court terme. Il y a quasiment pas de dette sur le dossier, donc ça c'est plutôt rassurant, free cash flow correspondant au bénéfice net, mais il n'y a pas de dividende de toute façon qui est versé. Donc Soitec, plutôt une boîte de croissance, plus qu'une boîte value. Peugeot Invest, on est sur une holding, 2,1 milliards de dollars US de market cap, 11,24% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors je sais pas vraiment ce que ça veut dire pour une holding. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est parce qu'on fait on accroît les participations? À clarifier ça. On est sur des multiples, alors regardez plutôt le price earning pour le multiple à 18. C'est pas donné. Et ce qui est plus important pour les holdings, c'est la décote sur les actifs nets. Alors on est à 0,4, donc 60% de décote sur les actifs nets. Le problème de Peugeot Invest, c'est l'allocation du capital. La famille Peugeot, elle a fait alors je sais plus le nom du dossier, mais il y a eu un dossier sur lequel ils ont investi et le dossier a fait faillite. Donc, ils ont une mauvaise allocation de capital et ça se voit dans ce multiple-là, sur cette super décote par rapport aux actifs. Donc, ce que va jouer le marché ici, c'est des actionnaires activistes qui secouent un peu la famille pour avoir une meilleure allocation de capital et si ils n'ont pas d'idée, renvoyer un dividende aux actionnaires. Donc faible rentabilité des fonds propres aussi, 3%, donc c'est pas terrible, c'est pas une boîte qui est très, très bien gérée, et on est sur du 0,6 en termes de dette nette sur EBITDA, donc il y a un peu de dette. Bon, un petit dividende à 4,1%, et rendement d'actionnaire à 4,3%, donc il y a peut-être un peu de rachat d'actions. On est sur un payout ratio qui est élevé, 71%. Pour Peugeot Invest, on va plutôt jouer une situation spéciale plutôt qu'une boîte value. Alors, qu'est-ce qu'on retient dans cette liste si on est un investisseur value? On retient Technip Energy, et à mon avis c'est tout. Si on est un investisseur de croissance, on peut évidemment prendre Schneider, mais c'est cher payé. Et on peut prendre Soitec, je pense, ou Soitec et Azelis Group, mais Azelis c'est quand même chèrement payé, donc peut-être Soitec. Et si on est un investisseur dividende qui s'autorise l'exposition aux banques, on peut prendre BNP Paribas. Et je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart des holdings que nous avons ici. J'espère que cette revue du fonds multicap de Moneta vous a intéressé. C'est qu'à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!